Également sur les réseaux, c'est valable également pour moi, on essaie de projeter une image parfaite de qui l'on est, de nos moments de vie, de tout ce qu'on peut avoir au quotidien. Et finalement, c'est peut-être pour masquer nos moments de vide intérieur. On cherche à exister au travers de l'écran de l'autre. Un exemple évident qui me vient directement en tête quand je pense aux fois où le regard des autres m'a emprisonné, c'est ce que vous êtes en train d'écouter, ce podcast. Il y a 3 ans, après beaucoup de réflexions, je décidais enfin de le lancer. Et je me freinais à le faire pour plein de raisons que je me donnais, mais avec une origine commune. C'est ce qu'allaient penser les autres. Mais aujourd'hui, après tant d'années et une certaine prise de recul, je pense que ce sujet peut être abordé. Et le livre parfait pour ce sujet existe. Un autre classique français que j'ai découvert justement en lançant ce podcast autour de la littérature, Huis clos de Jean-Paul Sartre. Figure incontournable du XXe siècle, Sartre est le chef de file de l'existentialisme, une philosophie qui se résume par une idée simple mais vertigineuse. Nous sommes totalement libres et donc entièrement responsables de nos actes. Et cette liberté, elle se cogne inévitablement à celle des autres. C'est exactement ce qu'il va mettre en scène en 1944 dans Huis clos. Alors, petite précision technique, car je l'ai moi-même découvert en lisant ce livre, la pièce dont je vais vous parler est parfois jointe à d'autres textes dans l'œuvre. Mais celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est bien cette œuvre majeure qui se déroule dans un environnement plutôt extraordinaire, comme on va parler de l'enfer. Sauf que chez Sartre, vous pouvez oublier les flammes, la lave et les diables avec les fourches. Son enfer à lui ressemble à un style de salon type Second Empire. Aucune idée moi-même de ce à quoi ça ressemble. Sans fenêtre et sans miroir. Et c'est dans cette pièce close que vont être enfermés 3 personnages qui ne se connaissent absolument pas. Garcin, Inès et Estelle. Ils s'attendent forcément en arrivant en enfer à être torturés physiquement, mais ils vont vite comprendre qu'il n'y a pas réellement de bourreau, ou plutôt que le bourreau finalement vient du regard des autres. C'est là que notre sujet prend tout son sens. J'aimerais poser une vérité un peu inconfortable aujourd'hui. On dit souvent qu'on a peur du regard des autres, mais est-ce que c'est vraiment tous les autres ? Si on est honnête 2 minutes, le regard de ceux que l'on n'estime pas nous importe en réalité très très peu. Ce qui nous fait vraiment peur et ce qui m'a freiné dans mon cas pour lancer ce podcast, c'est le regard des autres que je place au-dessus de moi. On n'a pas peur en réalité du jugement de la foule, on craint le regard de nos modèles, d'après moi. Et tout le monde peut être un modèle malgré nous. Et qu'en est-il des inconnus ? Pourquoi leur avis nous touche-t-il autant alors qu'on ne sait rien d'eux ? Mon hypothèse, c'est qu'on les surestime tous par défaut. Leur avis, dans mon cas, m'importe tout simplement parce que je leur projette une supériorité qu'ils n'ont pas forcément. Et au fond, je pense que ça démontre surtout un certain manque de confiance en soi que de penser ça. Et il n'y a aucune honte à l'admettre, c'est aujourd'hui une insécurité tellement commune, mais on n'en parle jamais, ou alors dans certains moments bien précis, on se sent particulièrement bien entouré et écouté. Et cette insécurité, elle me fait donc penser au personnage de Garcin dans le livre, qui est finalement le plus en quête de la validation du regard des autres parmi les 3 personnages. Vivant de ce qu'il est décrit dans le livre comme l'ayant conduit en enfer, c'est le comportement qu'il a pu avoir, cruel et odieux, avec sa femme. Mais la raison de son tourment dans le livre est totalement autre. C'était un journaliste pacifique brésilien et homme de lettres. Et au moment de la guerre, il a déserté et tenté de fuir, mais il s'est fait exécuter. En enfer, il souhaite alors paraître face au personnage d'Inès comme quelqu'un de brave, plus que tout. Cependant, Inès, ayant bien compris sa lâcheté, le rejette sans vergogne. L'enfer, à ce moment-là, pour Garcin, vient du fait qu'il cherche à recevoir éternellement la validation d'Inès, et qu'il ne l'obtiendra jamais. Ce n'est vraiment pas glorieux ce que je vais dire, mais je me suis un peu reconnu dans Garcin, sur certains aspects de ma vie. Dans le livre, il adopte une attitude pour sembler inébranlable, et je pense qu'à de nombreuses reprises dans ma vie, j'ai tenté d'avoir une attitude semblable. Il a des faiblesses qu'il cherche à tout prix à camoufler, pour tenter en fait de ressembler aux personnes qui sont ses modèles, comme Inès, justement, car il aimerait être comme ces personnes-là. J'essaye souvent d'être un travailleur assidu, d'être quelqu'un de cultivé, notamment avec ce podcast, mais j'ai la chance, j'ai envie de dire, d'être entouré d'amis que j'admire et que je trouve infiniment plus cultivés que moi. Et c'est drôle parce que c'est pas de la jalousie, mais c'est vraiment de l'admiration, finalement, que j'ai pour eux. Stéphane, un ami, est quelqu'un de très curieux comme moi, mais avec une capacité d'absorption des informations beaucoup plus grande que je ne pourrais jamais avoir. Et donc, autant quand il parle de sujets dont je m'en fous complètement, je me dis chouette, il a la culture sur ce sujet, mais voilà. Par contre, quand il se met à parler de vrais sujets qui me touchent, je me dis, mais quel énorme beau gosse. Et j'aimerais vraiment en faire autant. Et j'essaye de devenir un peu comme lui. Et je sais pas si, selon vous, même dans vos propres vies, ça vous paraît normal d'adopter ce genre d'attitude ou pas. Cependant, une observation que je fais de plus en plus, et attention du vrai gnangnan en approche, mais je pense qu'il faut accepter ses faiblesses à la vue des autres. Accepter en fait de ne pas être parfait en face d'eux. Et donc de ce fait, accepter que nous pouvons parfois être
désagréables, stupides, incompétents pour autrui. Je pense notamment qu'en les ayant assumés complètement avec mes amis, notamment un de mes défauts principaux qui reste ma mémoire, qui flanche même sur des sujets que j'ai pu absorber par le passé, comme par exemple des livres autour de ce podcast, ça peut être un très bon exemple. Eh bien, c'est réellement une faiblesse que j'ai, dont je leur fais part, et je sais pertinemment qu'à certains moments, je passe pour un con, mais c'est comme ça. Et depuis que je l'ai accepté de mon côté, sur ce point-là, je n'en fais plus un complexe particulièrement. Je parviens donc à un moment à me détacher de ce que je peux craindre. Et que j'accepte donc pleinement la réalité, ce qui fait que je peux à nouveau me concentrer sur ce qu'il y a vraiment de positif à ce moment-là. Voire même transformer le négatif en positif. Exemple vraiment stupide pour certains, je peux l'imaginer, mais par exemple, je prends plaisir à réapprendre des choses que j'ai pu oublier par le passé. Un autre personnage particulièrement intéressant dans ce livre est celui d'Estelle, car je trouve qu'il résonne avec une facette de notre réalité qu'on connaît tous aujourd'hui, notre rapport aux réseaux sociaux. Dans la pièce, Estelle est une femme mondaine très superficielle qui a épousé un homme riche pour son argent et a commis des actes terribles de son vivant. Mais en enfer, ce qui la torture le plus, ce ne sont pas ses remords, c'est l'absence de miroir. En fait, sans miroir dans la pièce, elle se met à paniquer. Elle a littéralement l'impression dans la pièce, sans miroir, de ne plus exister réellement. Et donc à ce moment-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle recherche donc le regard des autres pour valider son existence. Et notamment dans la pièce, celui de Garcin. On est sur une espèce de triangle amoureux dans cette pièce pas très sain, tout simplement. Elle ne cherche pas, comme Garcin, à se sentir brave, elle cherche à se sentir belle aux yeux de Garcin. Et de par ce fait, vivante. Elle l'utilise comme un miroir pour valider son image. Et là, c'est pour moi impossible de ne pas me faire le parallèle avec Instagram, TikTok ou tout autre réseau social. En fait, aujourd'hui, on se balade tous avec un espèce de miroir magique dans la poche. Sauf que il ne nous renvoie pas que notre reflet sur les réseaux sociaux, mais aussi le regard des autres sur ce que l'on peut apporter sur ces plateformes. Ça peut se retranscrire parfois au travers des likes que l'on reçoit sur nos publications, des commentaires, des messages, etc. Estelle, c'est un peu le profil type de personne accro au numérique aujourd'hui. On publie une story, une photo, et on se met à attendre les réactions des gens. Je pense même que certains rafraîchissent la page pour voir les notifications arriver. Mais du coup, pourquoi ? Je pense, au fond, certaines personnes ont parfois l'impression que si notre vie n'est pas vue par les autres, alors on n'est pas validé. Notre vie a moins de valeur. Également sur les réseaux, c'est valable également pour moi, on essaie de projeter une image parfaite de qui l'on est, de nos moments de vie, de tout ce qu'on peut avoir au quotidien. Et finalement, c'est peut-être pour masquer nos moments de vide intérieur. On cherche à exister au travers de l'écran de l'autre. Le problème, et Sartre il le montre très bien avec le personnage d'Estelle, c'est que c'est une quête sans fin. À ce moment-là, dans la pièce, Estelle, elle devient totalement dépendante de Garcin, juste pour savoir si elle est jolie ou non. Et donc à ce moment-là, ce qu'elle fait, c'est que réellement, elle lui donne les clés de son estime de soi. Sur les réseaux, on fait exactement la même chose. On donne le pouvoir à ses abonnés, ou parfois même à des gens qu'on connaît très peu, de décider si notre journée elle est réussie, de décider si nos moments sont assez beaux, jolis, sympathiques. C'est une autre forme en fait d'enfer psychologique, celle de devenir l'esclave de l'image que l'on renvoie aux autres. Pour être totalement transparent dans cet épisode, et bien que je ne sois pas, je pense, la personne la plus attachée aux statistiques, sans mentir, oui, cela fait quelque chose de recevoir beaucoup de likes sur une photo ou une story, alors chacun à son échelle, mais même vis-à-vis de sa propre échelle, ça fait toujours quelque chose. Donc même si j'en fais pas un point central pour moi, ça me touche. J'observe quand même quelque chose d'assez drôle pour tous. Enfin, en tout cas, cela me fait rire quand j'y pense. La majorité de nos abonnés sur les réseaux sociaux, par exemple, sont des gens que l'on fréquente très très peu. Ce sont des gens, et attention aux termes que je vais employer, mais assez superficiels finalement dans nos vies. Quand vous voyez des centaines de likes sur une photo, ou même juste des dizaines de mentions j'aime, en réalité, combien de ces personnes sont réellement présentes dans notre vie ? Je pense que c'est une mise en perspective qui peut aider certains à dédramatiser leur présence sur les réseaux sociaux. Pour terminer ce tour d'horizon de notre petit salon Second Empire, il nous reste un dernier personnage, et c'est sans doute le plus redoutable, Inès. Contrairement à Garcin et à Estelle, qui passent leur temps à mentir aux autres et à eux-mêmes finalement, Inès, elle, est d'une lucidité déconcertante. Elle sait parfaitement pourquoi elle est en enfer. Elle a brisé des vies par pure cruauté, et elle l'assume à 100%. Inès n'attend pas qu'on lui dise que c'est une personne bonne ou même qu'elle est belle. Son rôle dans la pièce, c'est d'être la personne avec le regard qui juge les autres. C'est elle qui décide de refuser à Garcin la validation qu'il recherche. Et c'est elle qui démonte les illusions d'Estelle dans la pièce. Elle se définit elle-même dans la pièce comme un regard. Un miroir cruel qui force les autres à voir leur propre laideur. Et c'est à ce moment-là que Sartre nous amène en fait
vers le point culminant de la pièce, le point culminant de sa réflexion, et vers cette phrase que tout le monde connaît et que tout le monde comprend, l'enfer, c'est les autres. On imagine souvent avec cette réplique qu'en fait, cela veut dire que les autres sont insupportables, qu'il faudrait finalement vivre en ermite pour être heureux. Mais à travers Inès, Sartre, il nous dit tout autre chose. L'enfer, c'est pas les autres en soi. L'enfer, c'est le fait que notre propre image, notre propre valeur dépendent entièrement du jugement d'autrui. Si mes relations avec les autres sont tordues, si c'est mon seul moyen de me connaître, alors je me condamne à être la victime de ce regard. Garcin et Estelle sont finalement en enfer parce qu'ils ne peuvent pas détacher de leur regard. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça pour notre quotidien? On ne va pas se mentir, on est tous un peu comme Inès par moment. Qui n'a jamais jugé quelqu'un sur son apparence, sur un post qu'il aurait fait sur les réseaux ou même sur une simple erreur de vie qu'il aurait eue? Nous sommes tous finalement, alternativement, à la fois le prisonnier et à la fois le bourreau. Mais la vraie clé que nous avons dans cette pièce, c'est que la liberté commence là où le besoin de plaire s'arrête. Pour ne plus être emprisonné finalement par le regard des autres. Il faut accepter qu'on ne pourra jamais contrôler ce que les autres pensent de nous. Inès jugera toujours Garcin, le public jugera toujours mon podcast, et vos abonnés jugeront toujours les photos que vous posterez sur les réseaux. La solution, elle n'est pas de fuir les autres, mais je pense plutôt d'apprendre à exister par soi-même, d'accepter, comme je le disais plus tôt, nos faiblesses et nos manques, sans attendre qu'un miroir extérieur vienne nous dire si on a le droit d'exister ou juste d'être fier de nous. Ce livre, il m'a fait du bien. Au fond, ce que je partage ici, c'est sûrement très bateau parce que c'est pas du tout la première fois que j'entends ce sujet, mais comme pour tout, on oublie et une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Me souvenir de ce qui m'a bloqué pour lancer ce podcast, ou encore plein d'autres choses d'ailleurs, comprendre finalement que je me freinais pour très peu, c'est un conseil assez précieux, je pense. Et je l'entends très souvent autour de moi également. N'ayez pas peur, je pense, de tenter des choses. De toute façon, on s'en fout. Tout le monde, absolument tout le monde, vous compris, jugez. Mais la bonne nouvelle, c'est aussi que tout le monde finit par passer à autre chose. Seulement vous resterez peut-être bloqué dans vos regrets de ne pas avoir tenté quelque chose. Et les autres, évidemment, seront déjà passés à autre chose. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Cela m'a fait réellement plaisir de refaire un épisode comme avant avec un livre derrière, c'est comme le but principal de ce podcast. J'espère que vous avez ressenti cette émotion dans cet épisode et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode qui, je pense, encore une fois vous plaira, car après avoir traité le regard des autres, on va voir au travers d'un personnage ce que certains sont prêts à faire pour y répondre. Une autre problématique, selon moi. À bientôt.